Salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Dans cette nouvelle vidéo de recommandation, comme à chaque fois pour les vidéos de ce type, il ne s'agit pas d'un top des meilleurs animes de l'histoire de l'humanité ou de mes animes préférés, mais d'une recommandation des animes que je pense correspondre le plus à ce thème. Je les ai classés par ordre chronologique et j'ai tenté d'être le plus bref possible, tout en évitant de spoiler. L'action se déroule en 2032, 7 ans après qu'un tremblement de terre ait rasé Tokyo. Aujourd'hui, la ville renaît, reconstruite grâce à des machines connues sous le nom de boomers. Mais dans l'ombre, la mystérieuse société Genom utilise cette nouvelle technologie pour produire des armes destructrices. Bien qu'une nouvelle unité spéciale ait été formée pour lutter contre les crimes toujours croissants liés aux boomers, la D-Police, elle est totalement dépassée par la situation. Devant cette situation, apparaît un mystérieux groupe de justicières, utilisant des équipements plus avancés que l'armée, et luttant seul contre le mal qui ronge de plus en plus la ville. Si aujourd'hui Bubblegum Crisis ne parle plus à grand monde, ce fut tout de même le premier anime défini comme cyberpunk, un genre qui était alors encore très récent, Blade Runner étant sorti en 1982 et le roman Neuromancer de William Gibson en 1984. Ce précurseur intègre déjà de nombreux éléments typiques de la période 90, ultra-violence, méga-corporation avide de pouvoir, pessimisme envers l'avenir, effondrement moral et éthique, ou encore inégalité sociale. Avec des décors pouvant rappeler Blade Runner et des robots tout aussi puissants qu'incontrôlables, aux airs de Terminator. Par contre, les justicières style Super Sentai, il y avait que les Japonais pour faire ça. En 1990, il y a eu une série de 3 OAV nommée AD-Police, qui se déroule 6 ans avant, et où l'on suit cette fois la D-Police, ainsi qu'un remake nommé Bubblegum Crisis Tokyo 2040 en 1998. Après une troisième guerre mondiale, qui a détruit une grande partie de la planète, le General Management Control Office a construit la ville expérimentale d'Olympus, conçue pour être un paradis sur Terre. Olympus est habité par des humains, des cyborgs et des bioroïdes, des humains génétiquement modifiés, conçus avec des capacités physiques accrues et des capacités émotionnelles réduites, bioroïdes qui contrôlent toutes les fonctions administratives de la ville. Mais tout le monde ne semble pas apprécier d'avoir sa vie totalement contrôlée. Ici on suit une nouvelle recrue de l'unité antiterroriste, qui très vite devient, malgré elle, une des clés d'une histoire qui la dépasse totalement. Après la ville sans foi ni loi de Bubblegum Crisis, on a ici l'autre grande tendance du cyberpunk, l'utopie devenue dystopie, avec une société totalement contrôlée de type Big Brother, une histoire de rébellion, de terrorisme et de méca. Appleseed n'est pas sans rappeler le futur Ghost in the Shell, avec son héroïne forte et déterminée, une frontière floue entre humains et machines, et son terrorisme militant. Ce qui n'est absolument pas un hasard. Appleseed est une adaptation du manga du même nom de Masamune Shirow, l'auteur de Ghost in the Shell. Bien que l'adaptation s'écarte grandement du manga, ne partageant finalement que les personnages et les décors, comme Ghost in the Shell donc. À savoir que les deux œuvres se déroulent dans le même univers. Il s'agit également de l'un des tout premiers animes du studio Gainax. Cette OAV n'est clairement plus tout jeune. Heureusement, il existe une version film bien plus récente, sortie en 2004, tout simplement appelée Appleseed. Film qui, accessoirement, est le tout premier au monde à combiner animation 3D et capture de mouvement. 30 ans après la destruction de Tokyo lors de la Troisième Guerre mondiale, une junte militaire règne sur une société rongée par la violence et les inégalités. En marge de la société, des gangs de motards s'affrontent sauvagement, tandis que des attentats terroristes et des manifestations antigouvernementales défient des forces de l'ordre surarmées. À Penrix, un jeune voyou blessé, Tetsuo, est enlevé par les militaires pour servir de cobaye à des recherches ultra secrètes qui visent à doter les humains de pouvoirs psychiques. Tandis que Tetsuo se transforme en un tueur incontrôlable, son camarade de gang, Kaneda, tombe amoureux d'une dissidente qui cherche avec son groupe à percer les secrets du programme. Faut-il vraiment présenter Akira ? Film largement considéré comme l'un des plus grands films d'animation et de science-fiction de tous les temps, qui n'a rien perdu de sa superbe en plus de 30 ans, grâce à une animation toujours aussi impressionnante. Ce n'était pas le film d'animation japonaise le plus cher de l'époque pour rien. Avec son ultra-violence, son gore, son monde devenu fou, aux airs de fin de civilisation, le tout dans une histoire sombre et mature, à base d'expériences contre nature, de régimes totalitaires et de terrorisme. Akira s'est imposé comme la vision typique et universelle du cyberpunk, aussi bien visuellement que par l'ambiance. Seule œuvre à être mise au même niveau que Blade Runner et Neuromancer,
Akira fut également une percée dans l'animation pour adultes, prouvant au public mondial que l'animation n'était pas réservée aux enfants. Le film a eu un impact important sur la culture populaire dans le monde entier. Son influence est tout aussi incontestable que durable, que ce soit dans les mangas et les animes avec par exemple Ghost in the Shell, Gun ou Cowboy Bebop, que les jeux vidéo, comme avec Hideo Kojima et ses Metal Gear Solid, ou Final Fantasy VII, ainsi que des films hollywoodiens tels que Matrix, Kill Bill, The Dark Knight, en passant par Star Wars. A noter que comme le manga était encore en cours à l'époque, le film ne couvre finalement que 3 tomes, en plus compressés pour tenir en 2 heures. L'intrigue est donc évidemment pas mal différente du manga. Une nouvelle adaptation animée, plus fidèle au manga et couvrant toute l'histoire, est censée sortir dans les prochaines années. Normalement. Dans un monde agonisant, suite à la collision de la Terre avec une météorite, les plus pauvres survivent dans une décharge géante, tandis que les habitants de la cité suspendue de Zalem prospèrent. Dans la décharge, la violence est constante, et pour survivre, nombreux sont ceux qui modifient leur corps avec des éléments cybernétiques. Un jour, Dokido trouve les restes d'une cyborg dans un tas d'ordures. Après l'avoir restaurée, Gali n'a plus aucun souvenir, mais elle se révèle particulièrement puissante. On la suit ainsi dans sa quête pour retrouver son identité et survivre dans ce monde hostile. La présence de ces OAV dans cette liste ne mettra sûrement pas tout le monde d'accord, bien qu'il s'agisse pleinement d'un cyberpunk, le premier de la vidéo avec comme thème les IA autonomes d'ailleurs, avec un mélange d'action, de questionnements sur l'humanité et de technologie de pointe. Le manga d'origine étant d'ailleurs un classique incontournable du genre. Le problème, c'est que les OAV sont bien loin de la qualité du manga et n'ont pas réussi à retranscrire l'ambiance particulière du manga. Non seulement il ne couvre que les 2 premiers tomes sur 9, mais en plus, contrairement à Akira par exemple, il n'y avait aucune ambition derrière le projet. Il ne s'agissait ouvertement que d'une sorte de trailer pour le manga. Pour tout dire, après la sortie en VHS en 1993, il n'a jamais été réédité au Japon, bien qu'il existe une version DVD en Occident. L'adaptation animée n'est pas particulièrement mauvaise pour autant, et il a eu un impact non négligeable en Occident. Mais pour le coup, il vaudrait mieux se tourner vers le manga. L'action se déroule en 2046, alors que les humains ont commencé à coloniser Mars, en grande partie grâce à l'usage de robots. L'officier de police Ross Cylebus vient d'être transféré sur Mars, mais dès son arrivée, il se retrouve face au meurtre d'une chanteuse de country mondialement célèbre. L'affaire se complique bien vite quand il se rend compte que la chanteuse assassinée était en réalité un androïde, ressemblant et se comportant parfaitement comme une humaine, chose qui ne devrait pas exister. Rapidement, d'autres androïdes de ce type sont exécutés. Pour résoudre cette affaire, Ross se retrouve à coopérer avec la jeune Armitage, une tête brûlée indisciplinée. Les animes précédents parlent tous de mondes ultra-violents et crépusculaires, se déroulant après une catastrophe de grande ampleur ayant mis à bas la civilisation comme nous la connaissons. L'histoire de Armitage est très différente, car elle parle de l'autre grand thème du cyberpunk, la relation humain-robot. D'autres animes de cette liste parlent d'androïdes, mais c'est le seul à parler de la relation entre les deux. Ici on retrouve une critique sociale, où les humains de Mars utilisent des robots pour faire le sale travail et assouvir tous leurs fantasmes, et en même temps leur reprochent tous leurs problèmes, et manifestent violemment pour leur destruction. Et le fait qu'ils découvrent qu'il existe des machines indissociables des humains n'arrange pas vraiment les choses. L'intrigue est ce que l'on peut appeler un récit de Pinocchio et de complexe de Frankenstein, avec des robots capables d'émotions, aspirant simplement à être acceptés et aimés comme des personnes, et non comme des objets. L'œuvre rappelle aussi bien Blade Runner, forcément encore lui, que du Asimov. Si l'anime est très loin d'être parfait, et bien trop court pour développer pleinement son univers, c'est un parfait représentant de la pensée japonaise sur les androïdes, avec des androïdes souvent plus humains que les humains. A noter que les OAV de 1995 sont aujourd'hui quasiment introuvables, ou à des prix prohibitifs, mais il existe une version film résumée nommée Armitage Polymatrix, qui est plus facile à trouver. En 2029, le major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra perfectionnée, à la tête de la section 9, une unité antiterroriste d'élite, enquête sur un nouveau cybervirus, capable de contrôler et d'altérer les souvenirs de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le marionnettiste, devient la cible d'une traque intense, sur fond de rivalité avec la section 6 et son mystérieux projet 2501. Motoko se lance dans une traque qui l'amènera à se questionner sur sa propre existence. Après Akira, on a ici une autre œuvre de premier plan
mondialement célèbre, qui a aussi bien inspiré les films Matrix que James Cameron. On y est plongé dans un monde hautement technologique, reposant sur la cybernétique, un monde où remplacer un membre ou un organe par une version robotisée pour améliorer ses capacités est parfaitement courant, et où les implants neuronaux sont la norme. En même temps que le développement de la cybernétique et de l'informatique, de nouvelles menaces sont apparues, dont les pirates informatiques. Et dans un monde où on a quasiment un ordinateur directement dans la tête, on comprendra rapidement l'importance de la menace. Si en 1995 ça semblait n'être que de la science-fiction, le côté ultra connecté n'est finalement pas bien loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, et l'œuvre n'a rien perdu de son aspect prophétique. Cet anime est typique des années 90, où l'arrivée de l'informatique grand public et l'apparition du web annonçaient d'importants changements dans la société. Au Japon, qui était déjà un pays fortement tourné vers la technologie, les questionnements sur son importance, son évolution et ses dérives possibles étaient importantes. Ce film fut justement fait pour ça. Le réalisateur Mamoru Oshii voulant parler de la façon dont la technologie change les gens, et voulait montrer quelque chose de crédible. Surtout, l'œuvre intègre de nombreux thèmes philosophiques, principalement sur l'identité de soi, dans un monde où l'esprit et les pensées peuvent être numérisés et manipulés. C'est particulièrement appuyé avec Kusanagi et ses questionnements sur le sens de sa vie et sur sa part d'humanité. En effet, comment se sentir humain quand tout notre corps est artificiel? Deuxième œuvre de Masamune Shirow adaptée en anime, celle-ci fut, comme Appleseed, fortement modifiée. L'histoire est condensée, l'aspect comique et sexuel sont fortement réduits, au profit d'un ton bien plus sérieux. Kusanagi est également retravaillée, abandonnant son côté jeune rebelle pour devenir mature et sérieuse, avec un côté mélancolique. Le film est également célèbre pour son animation de haute qualité, réalisée grâce à une combinaison d'animation traditionnelle sur celluloïd et d'animation numérique, procédé à leur nouveau, et que l'on présageait comme le futur de l'animation, sans oublier bien sûr les musiques emblématiques de Kenji Kawai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des remarques ou des questions, les commentaires sont justement là pour ça. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.